Bonjour et merci de votre accueil. Je suis heureux de retrouver Orléans où j'ai travaillé il y a quelques années. J'avais alors croisé Pierre Alleran, on en parlait ce matin. Et j'ai souhaité vous proposer dans mon intervention de ce matin quelques réflexions tirées d'une expérience de praticien, puisque j'ai été pendant une petite dizaine d'années directeur général des services d'une communauté de communes jusqu'au mois de septembre dernier, de 15 000 habitants. Vous parliez, Monsieur Thomas, du seuil obligatoire. Donc, à la faveur de cette communauté de communes, à la faveur de deux fusions successives, s'est trouvé en situation de pouvoir construire 2 maisons de santé et puis d'en gérer une troisième qui préexistait. Et donc, c'est assez rare, 3 maisons de santé sur un territoire de cette taille. Et donc, je pourrais vous livrer quelques éléments à ce sujet. Et puis, je suis également maire d'une commune de 150 habitants dans le département voisin de Lyon. Et donc, là encore, en termes de ruralité, eh bien, j'espère pouvoir partager avec vous quelques éléments. Donc, l'objet de ma communication, c'est de donner un éclairage sur la construction et donc l'animation des politiques de santé publique à l'échelle des intercommunalités rurales, entendu au sens de communautés de communes, donc de PCI, de communautés de communes constituées de 30 à 50 communes, souvent de moins de 500 habitants, et regroupant une population de l'ordre de 15 à 20 000 habitants, autour d'un chef-lieu dont la population avoisine également les 2 000 habitants. Donc mon propos se concentrera sur cette catégorie d'intercommunalité à fiscalité propre et cherchera à caractériser l'évolution des politiques de santé publique construite à l'échelle du bloc communal pour s'interroger d'une part sur l'efficience de l'action intercommunale et d'autre part sur l'adéquation de la structure intercommunale avec la notion de bassin de vie, souvent retenue comme critère déterminant dans l'élaboration des projets de santé soumis à la validation des agences régionales de santé. En d'autres termes, et c'est ma problématique, les enjeux de santé publique locale contribuent-ils à une dépréciation progressive de l'initiative communale, au point, pourquoi pas, d'en menacer un jour l'existence? Davantage, les politiques locales de santé constituent-elles un facteur de remise en cause de l'institution communale au bénéfice de l'intercommunalité supposément mieux adaptée à leur déploiement? Et enfin, ces politiques représentent-elles un pas de plus, pourquoi pas, vers l'opportunité, sinon la nécessité, de relancer le débat visant à conférer aux EPCI le statut de collectivité territoriale à part entière. Et de fait, au sein du bloc communal, alors je ne sais pas si je vais réussir à... au sein du bloc communal, l'intercommunalité rurale semble autant reconnue comme un échelon nécessaire qu'elle s'affirme comme l'échelon pertinent. Alors l'intercommunalité rurale, échelon nécessaire, pourquoi ? D'une part parce que l'initiative communale est juridiquement possible, mais reste en pratique très limitée, d'autre part. L'initiative communale juridiquement possible, je vais en dire 2 mots, 2 fondements la permettent, d'une part de fondements juridiques, d'une part l'invocation de la clause générale de compétence, et d'autre part l'obligation de protection de l'ordre public. L'invocation de la clause générale de compétence, la clause générale de compétence, elle a été évoquée, je l'imagine, c'est la liberté reconnue à une collectivité territoriale d'intervenir en toute matière à condition de justifier d'un intérêt public local et de ne pas empiéter sur les compétences attribuées par la loi à une autre catégorie de collectivités. Donc sous ces 2 conditions, la définition est de Nicolas Cada, sous ces 2 conditions, toute initiative communale en matière de santé publique est possible. Pour autant, le recours à la clause générale de compétence reste fragile dans la mesure où cette clause ne fait pas l'objet d'un texte normatif et que son existence a été déjà par 3 fois remise en cause pour les départements et les régions depuis 2010. Elle a été supprimée cette année-là par la loi, je vais sur les sigles pour pas prendre trop de temps, par la loi RCT. Elle a été rétablie en 2014 par la loi MAPTAM et elle a été de nouveau supprimée par la loi NOTRe en 2015. Et donc, en définitive, seules les communes peuvent actuellement s'en prévaloir sur le fondement d'un article L21-21-29 du Code général des collectivités territoriales, cet article disposant que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Ainsi, le maire qui agit en matière de santé publique, au titre de la clause générale de compétence des communes, le fait en exécution des décisions du conseil municipal, mais il peut aussi, au titre de ses prérogatives propres, s'appuyer sur l'obligation de protéger l'ordre public. L'intervention communale en matière de politique locale de santé
devient alors possible, et est possible, en se fondant sur ce pouvoir de police administrative générale du maire, argument pris d'un autre article, le L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, au terme duquel, je le cite, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Et c'est précisément cette dernière composante, la salubrité publique, qui est ici considérée, puisque le même article dispose que la police municipale, je cite, comprend le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les maladies épidémiques ou contagieuses et de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. Donc ces dispositions, elles ont été largement appliquées dans le contexte de la crise sanitaire. L'illustration la plus topique en étant que les maires ont su s'organiser pour remplir leur mission de protéger la salubrité publique en veillant, par exemple, à l'approvisionnement des habitants de leur commune en masques respiratoires. Pour autant, particulièrement dans les communes rurales de petite taille, cela relevait sans doute davantage de l'urgence conjoncturelle que de l'initiation d'une politique sanitaire locale à long terme, politique dont la matérialisation risquerait d'être très vite pratiquement limitée. En effet, une très petite commune en milieu rural ne peut généralement pas engager de manière durable une politique territoriale de santé autour des deux objectifs prioritaires que sont actuellement la lutte contre la désertification médicale et la facilitation de l'accès aux soins, et cela pour des raisons d'ordre autant budgétaire que territorial. En ce qui concerne la limitation budgétaire, il y a une étude de 2021 de la DGCL, la Direction générale des collectivités locales, qui a montré que malgré des situations diversifiées, ce type de collectivité, donc les communes de moins de 500 habitants, présente globalement un profil financier plutôt positif, avec par habitant un moindre endettement, une épargne brute et un financement de l'investissement plus élevé que dans les plus grandes communes. Mais pour autant, il ne faut pas oublier la réalité des situations individuelles. Et si l'on considère que le budget d'une commune de 150 habitants est de l'ordre de 150 000 €, eh bien, il est a priori impossible pour une telle commune de s'engager ou d'initier une politique territoriale de santé durable sur le fondement de la clause générale de compétence dont je parlais, en particulier à cause des coûts d'investissement pour l'acquisition des biens d'équipement sanitaire. Alors, tout au plus, le maire d'une telle commune peut, en considération de la protection de la salubrité publique et aussi en fonction des circonstances, effectuer une veille sanitaire et délivrer des messages d'information ou de prévention à la population, comme par exemple le fait de rappeler aux personnes âgées de ne pas oublier de s'hydrater en période de canicule. Mais cela, ça relève autant de l'action sociale que solidaire et médicale préventive, mais vous en conviendrez, ça ne constitue pas une politique territoriale de santé à long terme. Alors, pour contourner l'obstacle financier inhérent à la mise en place d'une telle politique territoriale de santé, il y a une initiative originale qui mérite d'être soulignée, c'est celle d'une commune de l'ordre de 500 habitants, 520 habitants dans le Limousin, qui, pour lutter contre la désertification médicale en milieu rural, a souhaité rénover son ancienne poste pour la transformer en maison de santé et qui, dans cette perspective, a fait appel à la voie du financement participatif. C'est-à-dire qu'elle a sollicité à titre principal ses habitants, mais pas seulement, puisque tout le monde pouvait participer, moyennant l'inscription sur la plateforme, donc par l'intermédiaire d'une société spécialisée dans le financement de projets d'intérêt général portés par les collectivités. Donc le principe, c'est celui de l'appel à l'épargne citoyenne, sous la forme d'un emprunt remboursable sur 7 ans au taux de 1,2%. Et par ce moyen, cette commune a réussi à collecter, en plus des subventions publiques et d'un prêt bancaire classique, une somme de 65 000 €, sans laquelle, au dire de la maire de cette commune, le projet n'aurait pu être lancé, et la maire y voyant au surplus une démarche de démocratie participative, et elle espère attirer 80 habitants dans les 10 prochaines années, 80 habitants en plus dans les 10 prochaines années. Donc c'est dire si l'attractivité territoriale, on en parlait ce matin, est inhérente au déploiement d'une politique locale de santé et combien son défaut constitue un facteur limitant. Alors la limitation territoriale, un mot rapidement sur cette notion. Il faut, je pense, en tout cas dans mon propos, la comprendre non pas tant comme la frontière géographique qui viendrait circonscrire un territoire, mais comme la limite que le territoire représente parfois pour lui-même en termes d'attractivité, particulièrement lorsque ce territoire est dépourvu, éloigné ou insuffisamment doté d'une offre scolaire, culturelle ou associative,
qui serait de nature à satisfaire les besoins et les attentes d'éventuels praticiens, mais aussi de leurs familles avec lesquelles ils seraient prêts à venir s'installer. Et à défaut d'une telle offre, eh bien, ces praticiens ne donnent généralement pas suite à l'intérêt qu'ils auraient pu avoir manifesté au départ, même avec des conditions financières favorables et un cadre de vie pouvant s'avérer agréable par ailleurs. Autre élément sur la notion de limitation territoriale, ça peut aussi renvoyer, en tout cas dans mon propos, aux résultats relatifs qu'a produit une autre forme d'organisation territoriale différente de l'intercommunalité et continuant de relever de l'échelon communal, c'est la notion, le dispositif de la commune nouvelle. Donc la commune nouvelle, c'est la loi RCT de 2010, je l'ai cité tout à l'heure, pour contenir l'atomisation communale. Et le dispositif de la commune nouvelle permet, sur la base du volontariat, à plusieurs communes de se regrouper en une seule, qui continuera d'exercer les compétences communales de droit commun. Donc ce dispositif de la commune nouvelle, on aurait pu penser qu'il aurait pu, ou il l'a peut-être dans certains cas, et ça a peut-être été le cas dans certains lieux, dans certains territoires, une opportunité de développement d'une politique territoriale de santé, mais en réalité, ce dispositif semble avoir été assez peu opérant en la matière, l'objectif prioritaire des élus concernés, dans le cadre d'une commune nouvelle, semblant d'abord concrétiser une mutualisation des moyens existants avant le développement d'un projet de territoire avec une dimension relative à la santé publique locale. Par conséquent, la montée en puissance de l'intercommunalité sur les politiques locales de santé, alors, essayez, est peu contestée au sein du bloc communal et voilà, au sein du bloc communal rural, à raison d'ailleurs de quelques évolutions textuelles récentes qui renforcent encore sa qualité d'échelon pertinent. Donc échelon pertinent, pourquoi ? Parce que l'intercommunalité dispose d'une capacité d'intervention de plus en plus sollicitée et en même temps d'une capacité de contractualisation de plus en plus étendue. Ce seront les deux points de cette partie de mon intervention. Une capacité d'intervention de l'intercommunalité rurale de plus en plus sollicitée. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est la notion d'action sociale d'intérêt communautaire qui fonde la compétence de l'intercommunalité pour pouvoir agir en matière de politique territoriale de santé. L'action sociale d'intérêt communautaire, comme base statutaire, donc, elle résulte d'un texte, je vous fais grâce du nom de l'article, il est affiché. La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, je cite cet article, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants, il y en a un certain nombre, le cinquième étant les compétences relevant donc de l'action sociale d'intérêt communautaire. Et donc sur ce texte, selon ce texte, eh bien, il s'agit d'une compétence facultative qu'il faut donc définir puisqu'elle est soumise à intérêt communautaire, c'est clairement dit. C'est-à-dire que les élus concernés doivent s'entendre à la fois pour décider que le PCI exerce cette compétence et pour préciser en matière d'action sociale, puisque c'est action sociale d'intérêt communautaire, ce qui relève de l'EPCI et ce qui reste du ressort des communes. Et l'action sociale d'intérêt communautaire, c'est une compétence très large, bien qu'elle puisse se ramener aux deux grands domaines d'intervention que sont l'offre de prestations et la gestion d'équipements dédiés. Et c'est au double constat de la désertification médicale quasi généralisée et de la capacité limitée de l'initiative communale pour y remédier, je viens d'en parler, que les élus intercommunaux ruraux portent une attention particulière à la santé dans la détermination de l'intérêt communautaire de cette compétence action sociale. Concrètement, ça se traduit par l'intégration dans les statuts des EPCI d'une clause qui est variable dans sa lettre mais constante dans son esprit, la construction, l'aménagement et la gestion du fonctionnement de bâtiments destinés à accueillir les maisons de santé pluriprofessionnelles. Cette clause constitue d'ailleurs souvent l'une des motivations du développement des politiques territoriales de santé à l'échelon intercommunal. Et il convient donc à ce titre de dire un mot de cette notion de maison de santé pluriprofessionnelle, parce que malgré l'assimilation qui est faite dans le langage courant, la maison de santé, ce n'est pas d'abord le bâtiment qui l'abrite, mais la personne morale constituée, c'est une notion juridique, la maison de santé, c'est la personne morale constituée de professionnels de santé qui exercent de manière coordonnée dans le cadre d'un projet de santé validé par l'Agence régionale de santé, conformément à un autre article, le L 6323.3 du Code de la santé publique. Les maisons de santé, elles ont été instituées en 2007 par la loi de financement de la sécurité sociale et elles se sont
multipliés sur le territoire pour constituer aujourd'hui un maillage serré de ce territoire national et particulièrement de l'espace rural. J'ai réuni quelques chiffres sur, je ne sais pas si c'est assez visible, sur un histogramme, donc les sources sont en dessous. On voit, cet histogramme montre bien la progression à la fois continue et régulière et constante du nombre de maisons de santé, puisque leur nombre a quasiment centuplé entre 2008 et la projection à fin 2022, et puis quintuplé ces 5 dernières années. Donc en termes d'ouverture de maisons de santé, je précise que la projection fin 2022, j'ai dû le dire dans la note, c'est à la fois, elle est un peu plus élevée puisque c'est à la fois les maisons de santé et les centres de santé. Il y a une distinction qui est faite, mais je ne la détaille pas ici, je n'en ai pas le temps. Il me reste 5 minutes. Voilà. Alors, j'en profite. Merci madame. Donc, quand un EPCI décide de porter une maison de santé, il s'engage bien sûr dans un projet de long terme qui implique de nouer très tôt un partenariat institutionnel avec les professionnels concernés, les professionnels de santé. Et ce n'est pas toujours simple, compte tenu de la circonstance que les élus locaux n'ont pas a priori l'habitude de travailler avec des professionnels de santé et réciproquement. Donc ça implique le besoin de bien formaliser au plus tôt les conditions d'aménagement et d'occupation de la future maison de santé, qui doit ensuite fonctionner dans les conditions prédéfinies, et puis faire face, pallier les difficultés ultérieures, comme par exemple le départ d'un professionnel, et cette difficulté-là n'est pas la moindre. Voilà, d'autres initiatives peuvent également être mises en valeur en termes de politique locale de santé. Je n'ai pas le temps de les détailler ici. Deuxième élément sur cette première sous-partie, le fait que l'initiative intercommunale est aussi plus lisible. Au-delà de cette compétence statutaire, l'initiative intercommunale est devenue plus lisible depuis la crise sanitaire. Et là, c'est par le prisme de la relation avec l'État que cette question doit ou devrait être abordée, puisqu'il convient de rappeler, et là encore ce sont les textes qui le disent, que la politique de santé relève de la responsabilité de l'État. Sans entrer dans le débat sur le défaut d'anticipation de l'État dans la gestion de la crise sanitaire, tant le caractère inédit et l'ampleur de cette crise sont avérés, force est de constater que les intercommunalités ont su agir de manière complémentaire et efficace dans l'urgence, aux côtés des communes, pour faire face au plus près du terrain aux effets de la crise. Équipement de la population en masque, commandes groupées pour le gel hydroalcoolique, etc. Ou, après le confinement, la mise en œuvre des protocoles sanitaires dans les services scolaires et périscolaires dont elles ont la charge. Je passe également très rapidement, autre initiative, la mise en place de centres de vaccination lorsque les vaccins ont été disponibles. À cette occasion, les élus et les professionnels de santé ont été amenés à renforcer leur collaboration et donc ça leur a permis de se connaître et mieux se reconnaître dans l'urgence comme interlocuteurs réguliers. Voilà, donc les intercommunalités au sein du bloc communal, elles ont démontré leurs compétences organisationnelles et leur efficience, en même temps qu'elles ont su saisir de l'extension de leurs capacités contractuelles. Pourquoi ? Parce que d'une part, l'intercommunalité tend à devenir un partenaire de contractualisation recherché, et là encore, c'est la relation avec l'État qui est directement à l'origine de cette montée en puissance, dans l'élaboration et la conduite des politiques locales de santé. Consécutivement à la loi HPST, on en a aussi parlé ce matin, avec la mise en œuvre, je ne développe pas, les contrats locaux de santé, ils ont également été évoqués ce matin. Et sur le fondement de cette large base contractuelle, dans les territoires ruraux, des contrats locaux de santé se sont développés, multipliés, support d'autant de politiques territoriales. Et enfin, un dispositif de contractualisation revisité. 2 évolutions législatives récentes, je vais me contenter de les citer, qui permettent d'ouvrir des pistes complémentaires dans ce renouveau contractuel. D'une part, la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, elle a également été citée dans la première intervention de ce matin, qu'a créé les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Elles ont été développées. Elles sont encore assez peu connues, mais elles peuvent constituer, lorsqu'elles existent sur un territoire, un relais pour les élus locaux qui ont tout intérêt à s'en emparer, puisque les CPTS, elles sont à l'initiative des professionnels. Et puis, un mot sur un autre élément du dispositif contractuel et son caractère globalisé, ce sont les contrats de relance et de transition écologique, donc initiés par le gouvernement. Je n'ai pas le temps de les développer. L'avenir dira si ce nouveau dispositif contractuel atteint l'efficience, avec un critère déterminant qui restera toujours en filigrane, le mode de financement et la participation réelle dans cette perspective des différents acteurs
concernés. Je conclus. En synthèse, au sein du bloc communal rural, à la différence peut-être de ce qui se, je dis bien peut-être, de ce qui se fait en milieu urbain ou ce qui peut se faire en milieu intercommunal urbain ou métropolitain, il y a a priori peu de place pour le débat politique autour de la légitimité de l'EPCI comme pilote de la politique territoriale de santé. Il y aurait même plutôt un relatif consensus et l'EPCI n'est pas perçu sur ce plan-là comme un facteur de l'abaissement communal. Faut-il pour autant accélérer la décentralisation de la politique de santé au point de faire officiellement de l'EPCI son chef de file ? Ça reste discutable. Sans doute pas, j'ai envie de conclure, parce que là encore, il semble que le pragmatisme continue de prévaloir en laissant simplement l'intercommunalité continuer de jouer son rôle moteur et porteur, dans le respect, en collaboration et à l'écoute de ses communes membres, qui reste, il ne faut pas l'oublier, sa raison d'être. L'intercommunalité comme pilote, c'était le titre de mon intervention, et pilier en somme. S'il y a un débat à approfondir en revanche, c'est celui de l'optimisation de la relation entre les élus locaux, intercommunaux et les professionnels de santé. Parce que, comme je l'ai dit, même si les uns et les autres ont appris à se connaître et à se reconnaître, il subsiste toujours actuellement en filigrane, de manière sous-jacente, une idée qu'il existe un rapport de force qui serait à l'heure actuelle défavorable aux collectivités. Donc celles-ci doivent être considérées, au besoin le rappelant elles-mêmes, comme un véritable partenaire, pas comme un simple prestataire de services, ni comme un obscur échelon administratif supplémentaire destiné à accroître inutilement la charge administrative, mais donc un partenaire à part entière. Finalement, l'élaboration d'une politique territoriale de santé, ça suppose une triple conciliation, concilier des nécessités, des opportunités, des contraintes diverses, dans le respect des marges de liberté de tous les acteurs locaux concernés, publics comme privés. Cette dimension libérale exceptée, c'est peut-être ça le plus difficile, est-ce que ces acteurs ne visent-ils pas cependant la poursuite d'un seul et même intérêt qui reste l'intérêt général? La question est ouverte. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.